Théo Dumas, à 39 ans, incarne l'image même du succès discret à la française. Héritier d'un modeste hôtel de province qu'il transforma en un empire de luxe, il vit aujourd'hui dans un appartement baigné de lumière, au dernier étage d'un immeuble haussmannien dans le 7e arrondissement de Paris. De ses fenêtres, il contemple la tour Eiffel, presque lassé de la beauté parfaite de sa ville. À l'extérieur, Théo est l'homme que l'on admire, que l'on cite dans les magazines économiques, mais à l'intérieur, il est vide, usé par des années d'illusions brisées. Son visage, toujours impeccable, trahit rarement l'ombre de ses pensées. Pourtant, chaque ride légère au coin de ses yeux raconte une histoire de trahison ou de solitude. Après avoir connu des femmes attirées par son nom, son argent ou ses promesses, Théo s'est retiré peu à peu du monde mondain. Les dîners de gala, les croisières privées, les bals caritatifs, tout cela lui semblait désormais creux. Il vivait, certes, mais sans ressentir. Il respirait, mais sans vibrer. C'est lors d'un dîner sans prétention chez son ami et conseiller juridique, Adrien, que l'idée germa. Autour d'un verre de vin rouge corsé, Adrien, lassé de voir son ami dépérir dans un luxe morne, lui proposa un défi, un rendez-vous à l'aveugle, mais sans titre, sans fortune, sans le masque habituel. Théo, d'abord réticent, haussa les épaules. Puis, après un long silence, un sourire étrange effleura ses lèvres. Et si, pour une fois, il retournait les rôles? Et s'il testait, lui, au lieu d'être testé? C'est ainsi que naquit le plan aussi absurde que révélateur. Il se présenterait comme un homme en fauteuil roulant, non pas pour susciter la pitié, mais pour voir au-delà du paraître, une épreuve de vérité. Théo voulait savoir, une femme pouvait-elle l'aimer sans se projeter dans ses richesses, sans se nourrir de ses privilèges? Ce test, bien que moralement discutable, était devenu pour lui une nécessité intime, presque un acte de survie affective. Il fit appel à un artisan spécialisé pour concevoir un fauteuil roulant réaliste, discret mais fonctionnel. Il s'entraîna durant plusieurs jours à se déplacer avec aisance, à simuler les gestes d'un homme ayant perdu l'usage de ses jambes depuis des années. Le détail devait être crédible, tout devait paraître naturel. Il modifia même légèrement sa posture, sa façon de parler, ralentissant parfois son débit pour incarner cette nouvelle version de lui-même, un Théo brisé, mais digne. Le choix du lieu ne fut pas laissé au hasard. Le café Le Temps Perdu, niché dans une rue pavée du quartier latin, offrait une ambiance feutrée, intime, sans faste ni ostentation, un endroit propice aux confidences, au silence partagé. C'est là qu'il attendrait la femme choisie par Adrien. Il ne connaissait rien d'elle, si ce n'est qu'elle s'appelait Camille Fournier, enseignante de littérature, et qu'elle ignorait tout de son interlocuteur, sauf qu'il était un ami d'Adrien, récemment revenu d'un long séjour à l'étranger. La veille du rendez-vous, Théo ne dormit pas. Il tourna en rond dans son salon, écoutant les bruits lointains de la ville endormie. Il n'avait pas ressenti cette forme d'angoisse depuis des années. Pas celle d'un homme qui craint d'échouer, mais celle d'un homme qui craint d'espérer. Car au fond, malgré son cynisme affiché, malgré les murs qu'il avait bâtis autour de lui, Théo désirait encore croire en quelque chose de vrai, même s'il devait, pour cela, se travestir. Le matin du rendez-vous, il se prépara comme un acteur avant une première. Costume sobre, barbe taillée, regard fixé dans le miroir. Il descendit lentement dans la cour intérieure de son immeuble, s'installa dans le fauteuil, puis demanda à son chauffeur de le déposer à quelques rues du café pour éviter toute association avec son nom ou son train de vie. Il roula seul, absorbé dans ses pensées, traversant la ville comme un inconnu parmi les passants. À 11 heures du matin, il était déjà installé sur la terrasse du Temps Perdu, une tasse de café devant lui, les yeux rivés sur la porte d'entrée. Chaque client qui entrait le faisait tressaillir. Il savait qu'il ne pourrait plus reculer. Quoi qu'il arrive, cette femme verrait une version de lui qu'aucune autre n'avait jamais rencontrée. Et cela en soi valait déjà le risque. Lorsqu'une silhouette féminine apparut enfin, marchant d'un pas léger et déterminé, Théo comprit, sans savoir pourquoi, que c'était elle, Camille, la femme qu'il allait tromper pour peut-être, enfin, découvrir une vérité. Camille Fournier entra dans le café sans hésitation, une main tenant fermement un sac en toile usé, l'autre glissant un livre dans sa poche de manteau. Son regard parcourt brièvement la salle, puis se pose sur Théo. Elle s'approche avec un sourire simple, franc, dénué d'artifice. Rien dans sa démarche n'indique un malaise face à la chaise roulante. Elle ne ralentit pas, ne détourne pas les yeux, ne force aucun sourire de circonstance. Elle s'installe en face de lui,
le salue d'un ton égal comme si elle rencontrait n'importe quel inconnu. Théo, intérieurement, note cela comme un premier signe prometteur. Ce naturel, cette absence de mise en scène, le déstabilise plus qu'il ne l'aurait cru. Leur première conversation débute autour d'un banal échange sur le temps. Ce vent sec d'automne qui traverse Paris, ces feuilles mortes qui s'amoncellent contre les trottoirs du quartier latin. Camille évoque d'une voix posée les trajets matinaux jusqu'à l'école où elle enseigne, ses élèves adolescents souvent turbulents, mais attachants. Elle parle avec chaleur et sans emphase. Il n'y a rien d'élitiste dans ses mots, rien qui cherche à impressionner. Juste une femme qui aime ce qu'elle fait, malgré les limites de son quotidien. Théo, toujours dans son rôle, répond avec retenue, se présentant comme un ancien gestionnaire de projet reconverti en indépendant, revenu récemment de Bruxelles. Il évoque un accident de moto fictif qui l'aurait laissé paralyser des jambes 2 ans plus tôt. Camille l'écoute attentivement, mais ne pose aucune question intrusive. Elle ne tente pas de s'apitoyer ni d'éviter le sujet. Elle hoche simplement la tête, comme pour dire « D'accord, je comprends », puis oriente la conversation vers d'autres terrains, plus humains. C'est alors que Théo remarque quelque chose d'inattendu. Camille rit souvent, mais jamais pour séduire. Elle rit franchement, parfois même un peu fort, comme si elle n'avait rien à prouver. Ce rire devient peu à peu une musique de fond dans l'esprit de Théo, contrastant violemment avec les sourires mécaniques auxquels il était habitué. Il se surprend à oublier sa posture, à relâcher ses épaules, à répondre avec plus de spontanéité qu'il ne l'aurait voulu. Ce jeu qu'il pensait contrôler commence à lui échapper, non pas à cause d'une erreur de scénario, mais à cause de cette femme qui ne joue à aucun jeu. Il commande 2 cafés allongés, un croissant pour elle, rien pour lui. Camille raconte une anecdote sur une rédaction où un élève a comparé Victor Hugo à un super-héros moderne. Théo sourit sincèrement. Le rendez-vous, censé être un test, devient peu à peu une parenthèse. Il ne cherche plus à observer, à décortiquer, mais à profiter de ce moment suspendu. Le temps semble se dilater autour de cette table en bois verni où le soleil de fin de matinée joue à travers les vitres. À un moment, alors que Théo ajuste discrètement la position de ses jambes pour renforcer l'illusion, Camille pose une question inattendue. « Qu'est-ce que vous aimez faire en dehors du travail ?» Une question simple, mais que peu de ses anciennes relations lui avaient jamais posée. Théo hésite puis répond instinctivement « J'écoute beaucoup de musique classique et je cuisine parfois. » Camille hausse les sourcils amusée. C'est rare, un homme qui ose le dire sans rougir. Elle ne cherche pas à le flatter, elle constate. Et encore une fois, ce ton désarmant de sincérité touche Théo plus qu'il ne l'aurait imaginé. La conversation glisse ensuite vers les voyages. Camille avoue n'avoir jamais quitté l'Europe, non par manque d'envie, mais par priorité. Sa mère, malade depuis plusieurs années, vit seule à Montreuil, et Camille s'est toujours sentie responsable. Elle parle d'elle sans se plaindre, sans attendre de compassion, juste avec la clarté de ceux qui ont fait des choix et les assument. Théo l'écoute, fasciné. Ce n'est pas une femme qu'il aurait rencontrée dans un cocktail, ni dans les salons feutrés où il passait autrefois ses soirées. C'est une femme vraie, forgée par des années de responsabilités silencieuses et d'élan retenu. À un moment, elle évoque un ancien prétendant, sans nommer personne. Un homme riche, très riche, rencontré par hasard lors d'un séminaire éducatif. Elle explique qu'il avait tenté de la convaincre de changer de vie, de quitter l'enseignement, d'embrasser un monde de confort et de voyage, mais elle avait refusé. « Ce n'était pas moi », dit-elle simplement. J'aurais fini par le mépriser, ou pire, me mépriser moi-même. Théo sent une tension lui parcourir l'échine. Il ne dit rien, mais note mentalement ce passage. Serait-il possible que cet homme, ce prétendant si riche, ait été lui-même dans une autre époque, sous une autre apparence? Lorsque le serveur vient leur demander s'ils souhaitent autre chose, Camille regarde sa montre et s'excuse. Elle doit partir donner un cours particulier. Avant de se lever, elle fixe Théo dans les yeux et dit « Merci. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais vous m'avez surprise, dans le bon sens. » Elle ne propose pas de se revoir, ne cherche pas à prolonger artificiellement l'échange. Elle se contente de laisser une trace, une impression, et cela suffit à Théo pour sentir son cœur se contracter légèrement. Pas de grand bouleversement, pas de coup de foudre soudain, mais le frémissement discret d'une curiosité nouvelle. Lorsqu'elle s'éloigne dans la rue, ses cheveux sombres flottant au vent, Théo reste figé, les mains posées sur les accoudoirs du fauteuil. Le test n'a pas donné les résultats qu'il attendait.
Il n'a pas dévoilé une femme intéressée, ni calculatrice. Au contraire, Camille lui a tendu un miroir sans le savoir, et ce qu'il y a vu l'a désorienté. Pour la première fois depuis des années, Théo a l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui ne voit pas sa fortune, ni sa façade, mais un homme ordinaire, avec ses blessures et ses silences. Et c'est peut-être cela qui l'effraie le plus. Les jours suivants, Théo ne cesse de repenser à ce moment passé avec Camille. La scène se rejoue dans sa tête à intervalles irréguliers, son rire clair, sa manière de poser les mains sur la table, l'intensité brève mais marquante de son regard quand elle parlait de sa mère. Ce n'était pas une rencontre ordinaire, cela Théo le sait. Ce qui devait être une simple expérience, un test cynique sur les intentions d'une inconnue, a pris une tournure qu'il n'avait pas anticipée. Il avait prévu de juger, d'évaluer, de contrôler chaque variable de cette interaction. Or, c'est lui qui s'est retrouvé ébranlé. Contre toute logique, il la recontacte. Un message sobre, presque impersonnel. « Si vous êtes libre un soir cette semaine, je vous invite à dîner. Rien d'officiel, juste pour prolonger la conversation. » À sa grande surprise, elle accepte. Ils se retrouvent 2 jours plus tard dans un petit restaurant italien du 11e arrondissement, à mi-chemin entre leurs 2 quartiers. Cette fois encore, Camille arrive sans apprêt excessif, vêtue simplement d'un manteau anthracite et d'une écharpe rouge bordeaux qui contraste avec la pâleur de sa peau. Elle s'installe avec naturel, comme si ce second rendez-vous était la suite logique du premier. Le repas débute avec légèreté. Il parle de littérature, de cinéma, de musique. Camille évoque son amour pour les auteurs russes, pour Tchekhov, Tolstoï, mais aussi pour des plumes contemporaines, comme Annie Ernaux ou Emmanuel Carrère. Théo, bien qu'ayant peu de références dans ce domaine, l'écoute avec une attention sincère. Il est fasciné non pas tant par ce qu'elle dit, mais par la manière dont elle le dit. Chaque mot semble peser, chaque pensée articulée sans arrogance. Elle ne cherche jamais à le dominer intellectuellement. Elle partage, tout simplement. À un moment du repas, la conversation prend un virage plus intime. Camille, entre 2 bouchées de risotto, parle de sa mère. Elle décrit une femme forte, autrefois institutrice, aujourd'hui clouée chez elle par une maladie neurodégénérative. Depuis 5 ans, Camille s'occupe d'elle. Elle organise ses journées en fonction de ses soins, jongle entre son métier d'enseignante et ses responsabilités de proche aidante. Théo, d'abord silencieux, se sent désarmé face à une telle force tranquille. Camille ne se plaint jamais, ne dramatise rien. Elle raconte avec cette même clarté qui l'avait déjà frappé au premier rendez-vous. Théo comprend alors qu'elle est une femme d'ancrage, pas de fuite. Puis, sans crier gare, Camille mentionne une histoire passée. Elle parle d'un homme qu'elle a connu brièvement il y a plusieurs années. C'était un client d'un hôtel où je travaillais temporairement. Théo sent son souffle se suspendre, mais garde le visage impassible. Il était très réservé, presque froid, mais il m'intriguait. J'avais l'impression qu'il portait un poids qu'il n'osait pas déposer. Il ne m'a jamais réellement parlé, à peine quelques phrases. Puis, il est parti, comme il était venu. Elle marque une pause, baisse légèrement les yeux, puis reprend. « Ce n'est pas important. Je ne pense pas qu'il se souvenait de moi de toute façon. » Le cœur de Théo se serre. Il ne peut s'empêcher de penser que cet homme, c'était lui. Il ne se souvient pas de toutes les réceptionnistes qu'il a croisées dans ses établissements, mais il est presque certain que Camille, déjà à l'époque, l'avait remarqué. Peut-être avait-il été trop enfermé dans ses propres problèmes pour la voir vraiment. Ce détail, pourtant minime, le perturbe profondément. Si elle l'a connu, même brièvement, que cache-t-elle d'autre? Et surtout, pourquoi n'en parle-t-elle que maintenant? La suite du repas se déroule dans un calme teinté de tension. Théo, bien que charmé, commence à entrevoir les contours flous d'un passé commun, d'un fil invisible qui les relie. Il se demande si Camille joue un jeu, si elle se doute de quelque chose, ou si tout cela n'est qu'une coïncidence. Il n'ose pas poser de questions. Il n'est pas encore prêt à affronter les conséquences d'une vérité qui pourrait remettre en cause l'authenticité de ce qu'il commence à ressentir. Camille, de son côté, semble plus ouverte que jamais. Elle partage des souvenirs d'enfance, parle de son frère décédé jeune dans un accident de voiture, de son neveu dont elle s'occupe régulièrement. Théo découvre peu à peu une femme façonnée par la perte, mais qui a choisi de continuer à vivre avec dignité. Il ressent une admiration croissante, presque douloureuse, pour cette force qu'elle ne revendique jamais, mais qui transparaît dans chaque mot, chaque regard. Alors qu'ils sortent du restaurant,
Théo propose de la raccompagner en taxi. Elle refuse poliment. « J'aime marcher le soir, ça me vide la tête. » Il insiste à peine. Ils restent quelques secondes devant le restaurant, à se regarder. Le silence est dense, mais pas inconfortable. Camille s'approche, pose une main sur l'épaule de Théo et dit simplement « Merci pour ce dîner, c'était rare. » Puis elle s'éloigne, disparaissant dans la nuit parisienne sans se retourner. Théo reste seul, figé dans son fauteuil. Ce contact, aussi léger soit-il, a résonné en lui comme un écho lointain. Il sent que cette femme bouleverse ses certitudes, qu'elle met à mal les murs qu'il a érigés pour se protéger. Il est venu pour tester, mais c'est lui qui vacille. Et pour la première fois depuis longtemps, cette perte de contrôle ne lui semble pas menaçante, mais étrangement libératrice. Les jours s'étirent après ce deuxième dîner, et Théo se surprend à vérifier son téléphone plus souvent qu'il ne le devrait. Il n'envoie pas de message à Camille. Pas tout de suite. Il se dit que c'est mieux ainsi, qu'il doit mettre de la distance pour ne pas perdre de vue l'objectif initial, mais au fond de lui, il sait qu'il ne contrôle plus rien. Ce rendez-vous a laissé une empreinte vive dans son esprit. Elle, avec ses silences pleins de sens, son honnêteté sans posture, sa façon de regarder les gens sans les juger. Elle ne lui a rien promis. Et pourtant, Théo sent qu'il attend quelque chose d'elle. Une présence. Une continuité. Une vérité. Il finit par céder à ce besoin sourd de la revoir. Il lui envoie un message court, sans question. « Un thé chez moi demain soir? J'aimerais te montrer quelques morceaux de piano que j'écoute souvent. » Elle répond 1 heure plus tard. « D'accord, mais je ramène les biscuits. » Théo sourit à cette légèreté assumée. Camille a cette manière de désamorcer tout ce qui pourrait paraître trop sérieux, trop pesant. Il passe la journée suivante à réorganiser son appartement pour le rendre moins impersonnel. Il allume des bougies, range les livres en désordre sur les étagères, choisit une playlist. Il voudrait que tout semble simple, sans que rien ne soit laissé au hasard. Camille arrive à 20h, ponctuelle, les joues rougies par le froid. Elle entre avec naturel, comme si elle connaissait déjà les lieux. Elle tend un petit sachet de biscuits fait maison, sourit et dit « J'espère que tu as du thé noir. Le reste, je ne pardonne pas. » Il s'installe dans le salon, sur le grand canapé en lin gris, face aux fenêtres donnant sur les toits de Paris. Théo, toujours fidèle à sa mise en scène, reste dans son fauteuil roulant, malgré l'envie presque physique de se lever, de briser cette façade. Mais il s'y contraint. Il a commencé cette histoire avec un mensonge, et il ne voit pas encore comment en sortir sans tout perdre. La soirée se déroule dans une atmosphère douce, presque suspendue. Il parle peu, écoute beaucoup. Bach, Rachmaninoff, Debussy. Camille ferme les yeux à certains passages, comme si la musique la traversait. Théo l'observe. Il sent que le moment est intime, mais pas pesant. Il ne cherche plus à séduire, seulement à être présent. Et c'est sans doute cela qui rend la connexion si forte. Lorsque la musique s'éteint, Camille tourne légèrement la tête vers lui et dit « Tu sais, je suis contente d'être venue. J'avais besoin de quelque chose d'apaisant. Ces derniers jours ont été compliqués. » Théo fronce légèrement les sourcils. Il n'ose pas poser de questions trop directes, mais Camille poursuit d'elle-même. Elle lui parle de son neveu, Hugo, âgé de 8 ans, dont elle s'occupe de plus en plus depuis la mort récente de ses parents, son frère et sa belle-sœur, dans un accident de voiture. Une histoire brutale que Camille raconte sans détour, sans larmes, avec une gravité digne. Elle explique que les services sociaux envisagent de placer l'enfant ailleurs, jugeant sa situation personnelle instable pour une garde permanente. Elle se bat pour obtenir sa tutelle, mais le processus est long, lourd, incertain. Théo écoute en silence. Il sent une colère froide monter en lui, contre un système aveugle, contre cette injustice. Et en même temps, il ressent une impuissance brutale. Il pourrait faire tant de choses pour l'aider. Un appel, un avocat, une signature suffirait pour changer le cours des choses. Mais il ne peut rien faire sans dévoiler qui il est. Et s'il le faisait maintenant, elle ne verrait qu'un homme qui a menti, manipulé, joué avec ses émotions. Ce n'est pas le moment. Il se maudit d'avoir commencé cette histoire par une comédie. Chaque mot échangé avec Camille le lie un peu plus à elle. Et chaque instant passé dans le mensonge creuse un abîme qu'il ne sait plus comment combler. Lorsque Camille l'invite à dîner chez elle, à Montreuil, quelques jours plus tard, Théo accepte presque malgré lui. Il sait que c'est dangereux. Que sortir de son univers contrôlé, entrer dans son espace intime, c'est franchir un seuil.
Mais il ne peut plus reculer. Il a besoin de comprendre ce lien entre eux, de savoir jusqu'où il peut aller avant que la vérité ne les sépare. Le jour venu, il fait le trajet en voiture jusqu'à Montreuil, puis s'arrête à 2 rues de l'adresse. Il descend seul, prend son fauteuil, roule lentement jusqu'à l'immeuble. Un petit bâtiment sans prétention, à la façade décrépie, avec des balcons pleins de plantes et de linge suspendu. Camille l'accueille avec un sourire franc, habillé d'un pull ample et d'un jean, pieds nus sur le parquet. L'intérieur est modeste, mais chaleureux. Des livres partout, des dessins d'enfants accrochés au mur, une odeur de soupe maison. Théo découvre une facette encore plus intime d'elle. Sa vie simple, ses objets chargés d'histoire, ses meubles dépareillés. Il se sent à la fois ému et envahi par une sensation de décalage. Ici, son monde à lui n'a pas de place. Ici, ce ne sont pas les apparences qui dominent, mais les gestes, les silences, les regards. Ici, la vérité est à nu, et il, pourtant, continue de mentir. Le dîner se déroule dans une ambiance tranquille. Hugo, le neveu, vient saluer Théo avec curiosité, puis s'éclipse dans sa chambre. Camille parle un peu de son travail, de ses combats administratifs, de ses élèves. Théo l'écoute, répond, sourit parfois, mais en lui une tension grandit. À chaque phrase, il sent qu'il s'enfonce davantage dans une relation bâtie sur une illusion. Il voit à quel point elle lui fait confiance. Elle lui ouvre sa maison, lui livre ses fêlures, et lui, il joue un rôle. Ce paradoxe devient insupportable. À la fin du repas, alors que Camille débarrasse, Théo reste seul quelques instants dans le salon. Son regard tombe sur une photo encadrée posée sur une étagère. Il s'approche. Sur l'image, Camille est plus jeune, debout devant un bâtiment familier, un hôtel. Il reconnaît aussitôt la façade. C'est l'un des siens. Et l'homme à côté d'elle, bien qu'à moitié coupé par le cadre, a une allure qui lui est étrangement familière. Le cœur de Théo se serre. Elle le connaissait donc, peut-être depuis le début. Et si tout cela n'était pas une coïncidence? Mais avant qu'il ne puisse se perdre davantage dans ses pensées, Camille revient, essuie ses mains sur un torchon et dit en souriant « Tu veux un dessert ?» Théo se retourne, cache son trouble derrière un sourire forcé et répond « Pourquoi pas ?» Il comprend alors qu'il vient de franchir un point de non-retour. La ligne qu'il avait tracée au départ, entre l'expérience et le réel, a disparu. Il est désormais prisonnier d'un mensonge qu'il ne sait plus comment défaire, et chaque minute passée avec elle ne fait que renforcer l'attachement et le risque de tout perdre. Lorsque Théo quitte l'appartement de Camille ce soir-là, la fraîcheur nocturne ne suffit pas à dissiper le trouble qui l'habite. L'image de la photographie continue de tourner dans sa tête, obsédante. Il revoit le cadre en bois clair, le sourire de Camille, et surtout ce fragment d'homme partiellement coupé sur la droite devant la façade d'un de ses propres hôtels. Ce n'est pas seulement un détail, c'est une faille dans son plan, une brèche par laquelle la vérité pourrait bientôt s'engouffrer. Il tente de se convaincre que ce n'est qu'une coïncidence, qu'il se fait des idées. Mais au fond, il sait que cette photo ne ment pas. Camille l'a déjà croisée dans une autre vie. Et s'il reconnaît ce lieu, il est presque certain qu'elle aussi. Les jours suivants, Théo ne trouve pas le sommeil. La tension entre ce qu'il ressent pour Camille et la crainte qu'elle découvre sa véritable identité devient insoutenable. Il revoit chaque détail de leur conversation, essaye de repérer les moments où elle aurait pu le mettre à l'épreuve, le sonder, tester ses réactions. Mais il n'y a rien d'évident. Elle reste fidèle à elle-même, attentive, ouverte, forte. Aucun signe de duplicité. Pourtant, cette photo, ce souvenir figé dans le temps, remet tout en question. Théo commence à se demander si elle joue un double jeu, si elle sait qui il est et cherche à le confronter à sa propre hypocrisie de manière détournée. Ou alors, pire encore, elle l'a reconnu dès le premier instant, mais a choisi de se taire pour des raisons qu'il n'arrive pas à deviner. En proie au doute, Théo décide d'agir. Il appelle discrètement un ancien employé de confiance, Paul, qui travaillait à la réception de l'hôtel figurant sur la photo. Ils ne se sont pas parlé depuis des mois. Théo prétexte un besoin de mise à jour sur d'anciens dossiers de personnel temporaire. Paul, bien qu'un peu surpris, accepte de l'aider. Le lendemain, il lui envoie un fichier contenant la liste des employés saisonniers ayant travaillé à la réception il y a environ 8 ans. Le nom de Camille Fournier y figure, clairement. Elle avait été engagée pour 2 mois durant l'été. Théo s'en souvient à peine.
À l'époque, il passait ses journées à faire des allers-retours entre ses hôtels, focalisés sur des projets d'expansion. Il ne prêtait attention à personne. Et c'est précisément cette indifférence passée qui l'effraie aujourd'hui. Camille l'a vu dans son vrai monde, sous son vrai visage. Froid, distant, inaccessible. Il n'était pas l'homme qu'il prétend être aujourd'hui. Elle, en revanche, semble toujours fidèle à ses convictions. Cette révélation donne une nouvelle dimension à leur relation. Théo se demande si Camille a conservé une image négative de lui. Peut-être qu'elle avait gardé en mémoire cet homme hautain qui ne regardait personne. Peut-être qu'elle s'est toujours souvenue de lui avec mépris, ou peut-être qu'elle ne l'a pas reconnu. Peut-être que pour elle, il n'a été qu'un détail dans une vie marquée par bien d'autres épreuves. Mais alors pourquoi cette photo? Pourquoi l'avoir encadrée? Pourquoi la placer à un endroit visible comme si elle en conservait la trace pour une raison précise? Le mystère reste entier. Alors que ses interrogations l'assaillent, un événement imprévu vient bouleverser sa réflexion. Il reçoit un appel de Camille un dimanche matin. Sa voix est tendue, pressée. Elle lui demande s'il peut passer chez elle dans l'après-midi. Théo accepte immédiatement, sans poser de questions. Lorsqu'il arrive, il trouve Camille bouleversée. Une voisine âgée est là aussi assise à la table de la cuisine, les mains jointes sur un sac en tissu. Elle semble gênée par sa présence. Camille explique que cette femme est venue l'avertir d'une démarche administrative qu'elle avait surprise en parlant avec une autre habitante de l'immeuble. Les services sociaux comptent accélérer le processus de placement de Hugo. Le dossier serait désormais en phase finale et Camille pourrait perdre définitivement la garde du petit garçon dans moins d'un mois. Théo voit dans les yeux de Camille une détresse qu'il n'avait encore jamais perçue. Ce n'est plus la femme forte, résiliente, pleine de calme. Elle est en alerte, sur le point de craquer. Il sent qu'elle se bat contre ses émotions pour rester digne. Elle explique qu'elle a tenté de contacter un avocat, mais que les délais sont trop courts. Le coût de la procédure, les formalités administratives, la pression morale, tout semble s'acharner contre elle. La voisine, une ancienne amie de la mère de Camille, ajoute doucement que si rien n'est fait, Hugo pourrait être confié à une famille d'accueil en dehors de Paris. Face à cette urgence, Théo ressent une pulsion irrésistible, celle d'intervenir, d'utiliser son influence pour inverser la situation. Mais il se retient. Il est toujours cet homme en fauteuil roulant, indépendant prétendument modeste, qui ne peut décemment pas mobiliser des contacts puissants du jour au lendemain sans éveiller les soupçons. Il promet simplement à Camille qu'il va se renseigner, qu'il connaît des gens dans le milieu juridique, qu'il fera tout pour l'aider. Elle le regarde avec reconnaissance, mais aussi avec une forme de lassitude. Elle ne semble plus croire aux promesses. Elle remercie, poliment, sans enthousiasme. Comme si elle n'attendait plus rien de personne. En quittant son appartement ce jour-là, Théo sent qu'il ne pourra plus rester dans l'inaction. Il contacte son avocat personnel dès le lendemain en exigeant une totale discrétion. Il veut mettre en place une aide juridique efficace pour Camille, sans jamais apparaître comme le bienfaiteur. Il veut rester dans l'ombre, continuer son mensonge, mais faire le maximum pour réparer ce qui pourrait briser la vie de cette femme et celle d'un enfant. Pourtant, à chaque pas qu'il fait dans cette direction, la tension en lui augmente. Car plus il s'implique, plus il réalise qu'il n'est plus question d'un simple jeu, ni d'un test, mais d'un engagement émotionnel réel, profond, irréversible. Et pendant que les démarches commencent à se mettre en place discrètement, Théo ne peut détacher son esprit de cette photographie. Elle reste là, dans un coin de sa mémoire, comme une menace sourde. Si Camille a conservé cette image pendant toutes ces années, si elle sait, si elle l'a reconnue, pourquoi ne dit-elle rien? La réponse, quelle qu'elle soit, pourrait tout changer. Mais Théo n'est pas encore prêt à poser la question, parce qu'il redoute la réponse, parce qu'il redoute de découvrir qu'elle l'a laissé venir dans sa vie, non par ignorance, mais par choix. Un choix motivé par des raisons qu'il ne comprend pas encore. Un choix qui, peut-être, le confrontera à une vérité bien plus difficile à accepter que n'importe quel mensonge. Les jours s'enchaînent, rythmés par une tension sourde que Théo tente tant bien que mal de dissimuler. Tandis que les démarches juridiques progressent en coulisses, grâce à l'avocat qu'il a mobilisé anonymement, Camille reste dans l'ignorance complète de cette aide dissimulée. Elle continue sa vie avec cette dignité silencieuse qu'il admire tant. Chaque fois qu'il se voit, elle lui parle des avancées, des espoirs minces, des déceptions plus nombreuses. Théo l'écoute, la soutient,
Mais tout en lui hurle une vérité qu'il ne peut pas dire. Il est l'homme derrière le rideau, celui qui tire les ficelles sans jamais apparaître. Et plus il avance dans cette duplicité bienveillante, plus il se sent coupable. Le masque qu'il porte depuis le début devient de plus en plus lourd à maintenir. Un après-midi de novembre, alors que la pluie bat les vitres de son appartement parisien, Théo s'autorise un moment de faiblesse. Il se plonge dans les archives de ses hôtels, reconsidérant chaque détail, chaque visage croisé. Il retrouve un vieux registre numérique de l'hôtel où Camille avait brièvement travaillé. Elle y figure comme réceptionniste temporaire, avec des évaluations élogieuses de ses collègues. Mais surtout, il retrouve une note laissée par un ancien directeur, Fournier, très professionnel, discrète, a aidé à la gestion d'un incident avec un client difficile. Bonne présence, appréciée. Ce détail l'interpelle. Il ne se souvient pas de l'incident, mais cette mention prouve qu'elle n'était pas une employée anonyme parmi tant d'autres. Elle avait laissé une trace. Ce soir-là, Théo rêve de Camille. Ce n'est pas un rêve romantique ni érotique, mais un de ces songes lourds, où les gestes sont ralentis, où chaque mot semble suspendu. Il se voit dans le hall de l'hôtel, en costume, un téléphone à l'oreille, pressé, distant. Elle est là, derrière le comptoir, le regarde passer. Elle ne dit rien. Il ne la voit même pas. Puis, dans le rêve, elle disparaît et lui reste seul, dans ce hall vide. Lorsqu'il se réveille, il est envahi par une certitude. Camille l'a vu. Elle l'a remarqué. Et lui, il l'a ignoré. Ce souvenir, même imprécis, le hante toute la journée. Il décide alors de se rendre à Montreuil, à l'improviste. Il prend soin de prévenir Camille à la dernière minute, prétextant une course dans le quartier. Elle l'accueille avec son naturel habituel, souriante mais un peu fatiguée. Hugo est absent chez un camarade pour l'après-midi. L'appartement est calme. Théo s'installe dans le salon pendant qu'elle prépare du thé. Il observe l'espace avec plus d'attention que jamais. Chaque objet semble raconter une histoire. Les livres usés, les photos, les jouets empilés dans un coin, les rideaux cousus à la main. Il se lève de son fauteuil quelques secondes lorsqu'elle s'absente dans la cuisine et replace rapidement ses jambes dès qu'il entend ses pas revenir. Ce geste le trouble. Il réalise qu'il en est arrivé au point de tricher sur ses tricheries pour que tout paraisse encore plus vrai. Alors qu'ils boivent leur thé, Camille lui raconte une anecdote à propos d'un rendez-vous qu'elle a eu avec un avocat du service social. Elle évoque une phrase qui l'a profondément marquée. « Vous ne semblez pas disposer de l'environnement adéquat pour élever un enfant à long terme. » Elle rit, mais le rire est amer. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» demande-t-elle, presque à elle-même. Qu'un appartement modeste et de l'amour ne suffisent plus. Théo ne répond pas. Il ne sait pas quoi dire. Il voudrait hurler qu'elle mérite mieux, qu'elle est capable de tout, qu'il peut lui offrir une stabilité, des moyens, une vie, mais tout cela impliquerait de révéler qui il est vraiment. C'est alors qu'une voisine de Camille sonne à la porte. Une femme d'une 60aine d'années, cheveux attachés en chignon lâche, air inquiet. Elle entre sans gêne, comme si elle était habituée à ses visites. Théo comprend vite qu'elle fait partie du quotidien de Camille. Elle lui tend une enveloppe. « J'ai intercepté ça dans la boîte aux lettres. Ça semblait important. » Camille ouvre l'enveloppe sous leurs yeux. À l'intérieur, une notification des services sociaux l'informe d'une audience avancée dans le calendrier. La décision concernant la garde de Hugo sera prise dans 10 jours. Un silence glacé s'installe dans la pièce. Camille lit et relit les mots, comme si elle cherchait un sens caché qui pourrait atténuer le coup. La voisine gênée s'excuse et quitte l'appartement. Théo reste figé. Il sent que ce moment va marquer un tournant. Il regarde Camille, qui essaie de rester forte, mais dont les mains tremblent légèrement. Elle pose la lettre sur la table et dit d'une voix sourde « C'est fichu ». Théo veut lui dire que non, que tout est en cours, qu'un excellent avocat prépare déjà sa défense, que rien n'est perdu. Mais il se tait, car s'il disait cela, elle comprendrait qu'il ment depuis le début. Il se contente de poser sa main sur la sienne, geste rare et inhabituel, et dit simplement « Tu n'es pas seul ». Ce soir-là, après être rentré chez lui, Théo prend une décision. Il convoque son avocat dans son bureau privé, lui demande d'accélérer les démarches et de faire le nécessaire pour que Camille bénéficie de toutes les garanties possibles. Il veut que tout soit prêt avant l'audience. Il veut que Camille gagne cette bataille, mais il exige que tout reste anonyme. Il refuse que son nom soit mentionné,
que son implication soit révélée. Il n'est pas encore prêt à faire tomber le masque. Pas maintenant. Pas tant qu'il ne sait pas si elle pourra lui pardonner. Le soir même, il reçoit un message de Camille. Quelques mots seulement. « Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je crois que je ne l'ai jamais dit, mais ta présence m'aide plus que tu ne le crois. » Théo lit et relit le message. Il a envie de répondre quelque chose de sincère, de profond, mais il se contente d'écrire « Je serai toujours là si tu veux bien ». Une phrase floue, sans engagement, mais lourde de sens. Il sait qu'il joue avec le feu et que la vérité, tôt ou tard, éclatera. Mais pour l'instant, il choisit de rester dans l'ombre, de continuer à l'aimer en silence, à la protéger à distance, tout en sachant que cette vérité dissimulée pourrait bien les détruire tous les deux. Lorsque Théo se rend à Montreuil pour la 3e fois en une semaine, l'air est plus froid que d'habitude, chargé de cette tension silencieuse qui précède les grands bouleversements. Il avance lentement dans les rues familières, observant les vitrines ternes, les passants pressés, les arbres dénudés. Devant l'immeuble de Camille, il s'arrête un instant, le regard fixé sur la façade, comme s'il cherchait à y lire un signe, une réponse à ses questions muettes. Lorsqu'elle lui ouvre la porte, elle sourit, mais son sourire est fragile, tendu, suspendu au bord d'une fatigue que les mots ne sauraient dissimuler. Ce jour-là, Camille est différente, moins volubile, plus intérieure. Théo le sent immédiatement. Il s'installe dans le salon, un silence flottant entre eux, pas pesant, mais chargé de non-dits. Il n'ose pas lui parler des démarches juridiques, des documents transmis en son nom par l'avocat, ni de l'influence qu'il a mobilisée dans les coulisses. Il veut qu'elle pense que tout vient d'elle, de ses efforts, de sa dignité. Et elle, de son côté, semble décidée à ne rien attendre de personne, comme si elle s'était résignée à affronter le monde seule. Mais au fil de la conversation, une infime ouverture se crée. Camille lui confie qu'elle a reçu un appel étrange la veille. Un avocat qu'elle ne connaît pas, recommandé par un contact anonyme, s'est proposé de reprendre son dossier. Méfiante, elle a d'abord refusé, mais face à la précision de ses propos, elle a accepté un rendez-vous. Théo reste impassible, mais son cœur bat plus vite. Il comprend qu'elle est à un tournant et que s'il veut l'aider sans trahir sa couverture, il doit faire preuve d'un équilibre parfait entre présence et discrétion. Camille lui pose alors une question inattendue. « Tu crois que c'est mal de se laisser aider ?» Théo la regarde surpris. Elle poursuit, plus doucement, « J'ai passé ma vie à croire que je devais tout faire seule, par fierté, par peur d'être redevable, mais aujourd'hui je me demande si ce n'est pas une forme de solitude imposée. » Théo ne répond pas tout de suite. Il pense à lui, à ses années entourées de monde mais profondément seul, à sa fortune inutile face au vide intérieur. Il finit par dire « Ce n'est pas mal, c'est humain. On a tous besoin de quelqu'un à un moment. » Les jours suivants, Camille accepte l'aide de l'avocat. Il reprend le dossier avec efficacité, structure une nouvelle argumentation, collecte des témoignages. Théo, dans l'ombre, suit chaque étape. Il reçoit des rapports discrets, s'assure que tout avance. Il est partout, sans jamais être visible. Mais plus il s'implique, plus il s'attache. Et plus il s'attache, plus le poids de son mensonge devient difficile à porter. Il commence à éviter certains regards, à détourner les yeux quand Camille le remercie du fond du cœur, persuadé que c'est le hasard ou la solidarité qui ont mis cet avocat sur son chemin. Malgré cette tension intérieure, leur relation évolue. Camille l'invite à dîner plus souvent. Hugo s'habitue à sa présence, il commence à poser des questions, à raconter ses journées d'école, à demander à Théo de lui lire des histoires. Théo découvre une forme de joie qu'il n'avait jamais connue, celle d'une vie simple, sans agenda, sans calcul. Il se surprend à aimer ses soirées improvisées, ses discussions tardives, ses silences partagés. Il oublie parfois la chaise, au point de devoir faire un effort pour rester fidèle à son rôle. Il sent qu'il est en train de franchir une limite, mais il n'a plus envie de reculer. Un soir, alors qu'ils sont tous les trois en train de ranger les jouets dans le salon, Hugo s'arrête, fixe Théo et lui demande « Tu pourras venir à la fête de l'école ? Il y aura une pièce de théâtre. » Camille, embarrassée, tente de changer de sujet, mais Théo répond doucement « Si tu veux que je vienne, je viendrai. » L'enfant sourit, satisfait. Ce moment anodin touche Camille, plus qu'elle ne le montre. Après avoir couché Hugo, elle revient dans le salon, s'assied en face de Théo et dit « Je crois que tu comptes beaucoup pour lui. Et pour moi aussi. » Cette déclaration, simple mais sincère, frappe Théo de plein fouet. Il voudrait lui dire qu'elle compte tout autant pour lui.
qu'il n'a pas été honnête, qu'il ne peut plus continuer à mentir. Mais les mots restent bloqués. Il pense à Hugo, à l'audience qui approche, à tout ce qui pourrait s'effondrer si la vérité éclatait maintenant. Il se contente d'un regard intense et murmure « Tu peux compter sur moi ». Une promesse implicite, une vérité partielle, c'est tout ce qu'il peut offrir pour l'instant. À mesure que les jours passent, l'audience approche. Camille s'organise, rassemble les documents, répète avec l'avocat. Théo, de son côté, coordonne discrètement les dernières démarches. Il fait en sorte que le juge reçoive un dossier complet, illustrant la stabilité émotionnelle et morale de Camille. Il n'intervient jamais directement, mais chaque détail porte sa marque. Pourtant, malgré tous ses efforts, il sait qu'il s'approche d'un précipice. Cette relation qu'il chérit repose sur une base instable. Il a construit quelque chose de beau, mais sur du sable. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Camille l'invite à rester dormir. Il accepte, avec hésitation. Elle lui prépare un lit dans le salon, lui apporte une couverture, un oreiller. Ils restent à parler longtemps, assis côte à côte sur le canapé. Camille lui confie ses doutes, ses peurs, ses espoirs. Théo l'écoute, silencieux, absorbé. À un moment, elle lui prend la main. Un geste doux, naturel. Ils ne s'embrassent pas. Il n'y a pas de déclaration. Juste cette main qui cherche un appui et cette autre qui accepte de la tenir. Cette nuit-là, Théo dort peu. Il se réveille plusieurs fois, écoute les bruits de l'appartement, les pas discrets de Camille allant vérifier si Hugo dort bien. Il sent que cette vie pourrait être la sienne. Il sent qu'il a trouvé quelque chose qu'aucun hôtel, aucun compte bancaire, aucun titre n'a jamais pu lui offrir. Mais il sent aussi que tout cela pourrait s'écrouler, parce qu'il n'a pas eu le courage de dire la vérité quand il le fallait. Et maintenant, il est peut-être trop tard. Le lendemain, en repartant chez lui, Théo regarde une dernière fois la porte de l'appartement. Il sait qu'il devra bientôt choisir, continuer à se taire, à protéger son mensonge, ou affronter les conséquences de ses actes. Il n'a plus de marge. La vérité approche, et avec elle, le risque de perdre tout ce qu'il a découvert, tout ce qu'il a appris à aimer. Mais pour l'instant, il choisit encore le silence, parce qu'il croit que c'est la seule manière de ne pas tout briser. Même s'il sait au fond que c'est ce silence qui pourrait tout détruire. Le jour de l'audience est fixé pour un vendredi matin, au tribunal de Bobigny. Camille s'y rend avec une tenue simple mais soignée, les cheveux attachés, les yeux cernés par le manque de sommeil. Théo l'accompagne en voiture jusqu'à l'entrée, puis prétexte une course pour ne pas entrer avec elle. Il ne veut pas risquer de compromettre l'image qu'elle a construite avec tant de soin. Il sait que sa présence dans la salle pourrait soulever des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre sans exposer tout ce qu'il cache. Il lui souhaite bonne chance, lui serre la main un peu plus longtemps que nécessaire, puis la regarde s'éloigner dans le bâtiment de béton gris. Pendant qu'elle entre dans la salle d'audience, Théo reste dans la voiture, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Il consulte frénétiquement son téléphone, en attendant un message de l'avocat qu'il a engagé, lequel lui a promis de l'informer dès la fin des débats. Ce jour-là, il ne pense ni à ses hôtels, ni à ses affaires, ni à sa fortune. Tout ce qui l'occupe, c'est la voix de Camille, son regard inquiet et la peur irrationnelle de la perdre. L'audience dure près de 2 heures. Camille est interrogée par la juge, par un représentant du service social, puis par la partie adverse, un procureur chargé de représenter l'intérêt de l'enfant. Elle répond avec calme, appuyée par son avocat, qui présente les documents fournis, les témoignages des voisins, les preuves d'une stabilité suffisante pour garantir un cadre de vie décent à Hugo. La juge semble attentive, mais neutre. Le ton reste professionnel, froid. Il n'y a aucune garantie. À la sortie, Camille est épuisée. Son avocat l'accompagne jusqu'au trottoir. Théo, qui attendait non loin, s'avance. Elle le voit, lui adresse un sourire discret, mais son visage est fermé. Il comprend aussitôt que quelque chose ne va pas. Il marche quelques minutes en silence jusqu'à un café de quartier où ils s'installent à l'arrière, à l'abri des regards. Camille ne parle pas tout de suite. Elle remue sa cuillère dans une tasse de thé qu'elle ne boira pas. Puis, d'un ton sec, elle dit « Mon avocat a parlé d'un investisseur anonyme. » Théo reste immobile. Elle continue. Il a dit que cette personne avait financé une partie des frais, discrètement, pour que je puisse bénéficier d'une meilleure défense. Théo sent son cœur se contracter. Il tente de gagner du temps. Peut-être quelqu'un qui te connaît? Quelqu'un qui voulait t'aider sans te mettre mal à l'aise? Camille le fixe, les sourcils froncés. Oui, c'est ce que j'ai pensé au début.
Mais maintenant, je ne suis plus sûr. Elle marque une pause, puis ajoute « Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mon avocat a eu des informations précises sur ma situation que je ne lui avais pas encore données. » Elle laisse flotter la phrase dans l'air. Théo détourne les yeux. Le moment est venu. Il pourrait tout dire. Il pourrait tout avouer. Mais au lieu de cela, il ment à nouveau. Il répond avec un calme fin. « Tu sais, Adrien a peut-être parlé de toi à quelqu'un. Il m'a dit que tu étais dans une situation difficile. Peut-être qu'il a mobilisé un ami. » Camille hoche la tête lentement. Elle ne semble pas convaincue. Elle se lève, sort quelques pièces pour payer l'addition, puis dit « J'ai besoin de réfléchir ». Elle quitte le café sans ajouter un mot. Théo reste seul, incapable de la suivre. Il sait qu'il vient de creuser encore un peu plus le fossé entre eux. Il sent que ce qu'il construit depuis des semaines commence à se fissurer. Dans les jours qui suivent, Camille prend de la distance. Elle ne répond plus immédiatement à ses messages, décline plusieurs invitations. Lorsqu'ils se voient, ses regards sont plus froids, plus courts, ses paroles mesurées. Théo ressent cette froideur comme une punition méritée. Il continue de l'aider dans l'ombre, mais comprend qu'il est en train de perdre ce qu'il n'a jamais vraiment possédé. La confiance, une fois ébranlée, est difficile à reconstruire, surtout lorsqu'elle repose sur un tissu de mensonges. Un après-midi, il reçoit un appel de l'hôtel particulier où il a ses bureaux privés. Un ancien concierge qu'il connaît bien lui annonce qu'une femme est passée par là, demandant à parler au monsieur Dumas, prétendant être une ancienne employée. Il sent immédiatement que c'était Camille. Elle commence à faire des liens, à chercher. La façade est sur le point de s'effondrer. Il décide alors de se rendre chez elle pour affronter la situation. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle semble à la fois soulagée et en colère. Il s'installe dans le salon, sans un mot. Camille brise le silence. « Tu t'appelles vraiment Théo Dumas ?» Théo ne répond pas tout de suite. Il observe son visage tendu mais déterminé. Elle répète la question, cette fois plus sèchement. Il finit par répondre « Oui ». Elle ferme les yeux un instant comme pour contenir un flot d'émotions. Puis elle demande « Et le fauteuil? C'est aussi un mensonge ?» Théo ne peut plus fuir. Il hoche lentement la tête. Camille se lève brusquement, fait quelques pas dans la pièce, visiblement bouleversée. « Pourquoi ?» demande-t-elle. « Pourquoi avoir fait tout ça? Me mentir surtout ?» Théo tente d'expliquer, de justifier ce qui est devenu injustifiable. Il parle de ses blessures, de sa solitude, de son besoin de tester si quelqu'un pouvait l'aimer pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il possède. Mais Camille n'écoute plus. Elle secoue la tête, visiblement écœurée. « Tu m'as utilisé, comme un personnage dans une expérience. » Elle ne crie pas, elle ne pleure pas. Elle se contente de le regarder avec une tristesse glacée. « Je croyais t'avoir trouvé, mais je ne sais même plus qui tu es. » Théo essaie encore de rattraper les choses, mais elle l'interrompt. « Il n'y a rien à sauver si tout ce que tu m'as montré est faux. » Il se lève alors, abandonne le rôle du fauteuil, fait quelques pas jusqu'à la porte. Avant de partir, il se retourne, la regarde une dernière fois et murmure « Tout n'était pas faux. » Il quitte l'appartement, le cœur en vrac. Il ne sait pas s'il la reverra. Il ne sait pas s'il peut réparer ce qu'il a détruit. Mais il sait une chose. Il vient de perdre la seule personne qu'il avait vue sans chercher à le posséder. Et peut-être que c'est cela la véritable punition. Pas l'échec, pas l'humiliation, mais l'absence définitive de ce lien qu'il avait tant espéré. Cela fait 3 jours que Théo n'a eu aucun contact avec Camille. 3 jours de silence, de regards jetés à un téléphone muet, d'allées et venues dans un appartement qui lui paraît soudainement trop vaste, trop vide, trop étranger. Il tente de reprendre le cours de sa vie professionnelle, de se replonger dans ses dossiers, ses réunions, ses appels internationaux. Mais rien n'a plus de consistance. Chaque voix qu'il entend lui semble lointaine, chaque projet vide de sens. Il mesure à quel point Camille a rempli un espace qu'il ne savait même pas exister en lui. Il ne cherche pas à la recontacter, par respect, ou peut-être par peur. Peur qu'elle le rejette de manière définitive, peur de la confronter une fois de plus et de se heurter à ce regard blessé qu'il n'oubliera jamais. Pourtant, il ne peut s'empêcher de vouloir savoir. Il demande discrètement à Paul, son ancien employé et confident ponctuel, s'il a entendu parler d'elle. Mais même lui reste évasif. Camille a disparu de son champ de vision, comme si elle avait décidé de couper tous les ponts avec le monde qu'elle associait désormais à la trahison. Et puis, un après-midi, alors que Théo traverse à pied le quartier de Saint-Germain,
Espérant sans vraiment y croire la croiser par hasard, une scène inattendue le rattrape. Il s'arrête devant une petite boulangerie où il avait l'habitude de prendre un café avant ses rendez-vous. Tandis qu'il salue la boulangère, un homme d'un certain âge au visage marqué par les années l'interpelle soudain. « Monsieur Dumas, c'est bien vous ?» Théo se retourne, surpris. Il reconnaît immédiatement le portier retraité de l'un de ses hôtels, un homme qu'il n'a pas vu depuis au moins 10 ans. L'ancien employé, visiblement heureux de le croiser, lui serre la main chaleureusement. Il parle fort, comme s'il voulait compenser des années d'éloignement. « J'ai raconté à une dame l'autre jour que je vous avais croisé ici à l'époque. Une très gentille, elle travaille dans l'enseignement. Camille, je crois. Elle m'a dit qu'elle vous connaissait. J'étais surpris qu'elle ne vous ait pas reconnu tout de suite. » Théo reste figé. Il remercie l'homme, esquisse un sourire forcé, puis s'éloigne rapidement, le cœur battant. Cette conversation, banale en apparence, a suffi pour balayer le moindre doute. Camille savait, ou du moins elle avait su à un moment. Peut-être pas tout de suite, mais elle avait fini par assembler les pièces du puzzle. Et elle n'avait rien dit. Elle avait gardé le silence, comme lui, mais pour des raisons qu'il ne comprend toujours pas. En rentrant chez lui, Théo tourne en rond pendant des heures. Il relit les messages qu'ils se sont échangés, les notes qu'il avait prises au fil de leur rendez-vous, les détails accumulés. Et soudain, tout prend un sens nouveau. Les regards prolongés, les hésitations, les silences trop longs, les questions indirectes. Elle savait, et elle a attendu qu'il parle. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas l'avoir confronté plus tôt? Pourquoi lui avoir laissé cette illusion de contrôle, cette mise en scène laborieuse? Était-ce de la pitié, de la curiosité, un test à elle, en réponse au sien? Théo ne trouve pas de réponse, et cette incertitude le ronge plus encore que la colère ou la culpabilité. Le lendemain, il prend une décision. Il veut lui parler, il veut des explications, il veut comprendre. Il se rend à Montreuil, devant l'immeuble où elle habite. Il hésite longuement à monter. Finalement, il appuie sur la sonnette. Personne ne répond, il recommence. Rien. Il redescend et attend dans la rue. 1 heure, 2 heures. Il commence à faire nuit. Puis, il voit la silhouette de Camille apparaître au coin de la rue, un sac de course à la main. Elle s'arrête en le voyant. Ils se regardent quelques secondes, sans bouger. Elle s'approche, d'un pas lent. Théo tente un sourire. Elle ne répond pas. Lorsqu'elle arrive à sa hauteur, elle dit simplement « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix n'est ni agressive ni froide. Elle est lasse, résignée. Théo lui répond « Je veux comprendre. Pourquoi tu n'as rien dit ?» Camille soutient son regard. Elle semble hésiter à répondre. Finalement, elle dit « Parce que je voulais voir jusqu'où tu irais. Parce que je voulais savoir si tu allais avoir le courage d'être vrai. Et parce qu'une part de moi espérait que, malgré tout, ce que tu ressentais n'était pas un mensonge. » Théo encaisse ces mots comme un coup. Il veut s'expliquer, se défendre, mais elle le devance. « Tu m'as menti dès le premier jour. Tu m'as fait croire que tu étais quelqu'un d'autre. Tu m'as laissé te confier mes peurs, mes souvenirs, mes espoirs, sans jamais me donner la même chose en retour. Même quand tu as commencé à m'aimer, tu es resté en retrait, derrière ton masque. » Il tente de dire quelque chose, mais elle l'interrompt. « Tu crois que c'est facile de faire confiance? Tu crois que c'est anodin de laisser quelqu'un entrer dans ta vie, surtout quand on a tout perdu? Et toi, tu es venu avec ton costume d'homme brisé, en fauteuil, et tu m'as observé comme une expérience. Et le pire, c'est que je t'ai laissé faire. » Elle baisse les yeux. « Parce que j'espérais que cette fois ce serait différent. » Un silence s'installe, long, pesant. Puis elle ajoute plus doucement, « J'ai vu le dossier. J'ai compris que c'était toi qui avais payé. Qui avait tout orchestré? Tu m'as aidé, oui, mais est-ce que tu m'as aimé? Ou est-ce que tu as juste voulu réparer ce que tu avais cassé au début ?» Théo ne sait plus quoi dire. Il sent que chaque mot serait maladroit, déplacé. Il dit simplement « Je t'ai aimé, maladroitement, tardivement, mais sincèrement. » Camille le regarde une dernière fois, puis tourne les talons. Elle entre dans son immeuble sans un mot de plus. Théo reste là, seul, dans le froid, à contempler cette porte close. Il comprend que les conséquences de ses choix ne s'arrêtent pas à une confession. Il a voulu contrôler une histoire d'amour comme un projet d'entreprise. Et il a échoué. Car l'amour, le vrai, ne supporte ni les masques, ni les tests, ni les calculs. Il exige la vérité.
dès le départ. Depuis cette dernière rencontre devant l'immeuble de Montreuil, Théo ne sort presque plus de chez lui. Il passe ses journées à marcher d'une pièce à l'autre, à relire les mêmes courriels sans les ouvrir, à écouter les mêmes morceaux de piano en boucle, dans une tentative désespérée de retrouver un semblant d'équilibre. Le monde extérieur continue de tourner, mais le sien s'est figé. L'absence de Camille est partout, dans le silence du salon, dans l'écho des pas sur le parquet, dans les livres qu'il n'arrive plus à ouvrir. Il aurait pu la suivre, insister, se battre. Mais il a senti que ce serait inutile. Il a dépassé les limites qu'on peut réparer avec des mots. Son avocat lui confirme quelques jours plus tard que la décision du tribunal est tombée. Camille a obtenu la garde provisoire de Hugo. Le juge a reconnu ses efforts. La stabilité apportée par l'accompagnement juridique et les garanties financières anonymes présentées dans le dossier. La victoire est là, mais elle ne porte pas le goût de la joie. Camille n'a pas repris contact. Aucune lettre, aucun appel, pas même un message. Elle a gagné cette bataille, mais Théo a perdu bien plus. Il a perdu cette femme qu'il n'a pas su aimer correctement dès le départ. Alors il prend une décision qui surprend tout le monde autour de lui. Il convoque les actionnaires de sa société hôtelière, annonce qu'il se retire temporairement de la direction opérationnelle et qu'il délègue la gestion à son directeur général. Il refuse les interviews, les questions, les tentatives de compréhension. Il laisse derrière lui le rythme effréné des hôtels de luxe, les réunions, les voyages, les négociations. Il décide de partir, physiquement, symboliquement, de s'éloigner de tout ce qu'il a défini jusqu'à présent. Mais avant de disparaître, il choisit de faire une dernière chose. Il apprend par un ancien contact que Camille participe à un événement communautaire dans son quartier, une fête organisée par l'école de Hugo avec les voisins, les enseignants, les enfants. Ce genre de rassemblement que Théo a toujours évité, qu'il jugeait autrefois trop banal, trop éloigné de son univers. Mais cette fois, il veut y aller. Pas pour se montrer, pas pour être vu, juste pour la voir, une dernière fois, pour qu'elle sache qu'il a changé, ou du moins qu'il essaie. Il arrive discrètement, sans prévenir personne, vêtu simplement, sans fauteuil. Il reste en retrait, près de l'entrée du centre culturel où se déroule l'événement. Il observe la foule, les stands de jeux, les enfants courant dans tous les sens. Il reconnaît Camille presque immédiatement. Elle porte un pull bleu marine, ses cheveux attachés en un chignon lâche. Elle discute avec d'autres parents, sourit à Hugo qui participe à un atelier de dessin. Elle semble calme, ancrée, présente, loin de lui. Théo n'avance pas tout de suite. Il reste là, figé, comme un spectateur de sa propre erreur. Il sent qu'il n'a plus de place dans ce décor, qu'il ne peut pas forcer un retour. Mais il a quelque chose à dire. Alors quand un moment se présente, il s'approche lentement, la rejoint près d'un stand de pâtisserie. Camille le voit arriver. Elle ne bouge pas. Elle le regarde, sans surprise, sans hostilité, mais sans chaleur non plus. Il lui dit bonjour. Elle répond poliment. Il reste debout quelques secondes, à se jauger dans le vacarme des voix d'enfants et des éclats de rire. Puis Théo prend la parole, d'une voix calme, posée. Pas pour se justifier, pas pour se défendre, juste pour dire ce qu'il n'a pas su dire quand il le fallait. Il parle de son erreur, de son besoin maladroit de vérité, de son obsession à vouloir contrôler ce qu'il aurait dû simplement vivre. Il dit qu'il a compris trop tard, que les gestes, les mots, les silences de Camille étaient réels et qu'il les a abîmés par peur, par orgueil. Il ajoute qu'il ne demande rien, qu'il ne s'attend à rien, qu'il est venu pour s'excuser sincèrement, sans condition. Camille l'écoute sans l'interrompre. Elle ne pleure pas. Elle ne sourit pas non plus. Lorsqu'il termine, elle prend une inspiration, le regarde et dit « Ce que tu viens de dire, tu aurais dû le dire avant. Pas ici, pas comme ça. Mais au moment où ça comptait encore. » Elle marque une pause, puis ajoute « Je ne sais pas ce que je ressens. Il y a eu de la colère, de la tristesse, et maintenant, peut-être juste du vide. » Théo hoche la tête. Il comprend. Il lui dit qu'il va partir, qu'il quitte Paris pour un temps, qu'il ne sait pas encore où il va, ni pour combien de temps, mais qu'il voulait qu'elle sache, avant de partir. Elle le regarde comme si elle cherchait à voir s'il dit vrai. Puis elle répond « Pars si tu en as besoin », mais ne crois pas que c'est en fuyant que les choses se réparent. Il acquiesce, incapable de répondre. Il la salue une dernière fois, murmure un simple « Prends soin de toi », puis s'éloigne sans se retourner. Ce soir-là, dans le train qui l'emmène vers le sud,
Théo reste assis en silence, regardant défiler les paysages dans la nuit. Il ne pense pas à ses hôtels ni à ses investissements. Il pense à une femme dans une école de banlieue, à un enfant qui a besoin de stabilité, à des choix qu'il aurait dû faire plus tôt. Il ne sait pas s'il reviendra. Il ne sait pas si elle lui pardonnera un jour. Mais il sait qu'il ne veut plus vivre dans le mensonge, qu'il ne veut plus jamais être un homme qui observe la vie derrière une façade. Ce qu'il a perdu, il ne le retrouvera peut-être jamais. Mais il peut encore devenir digne de ce qu'il a aimé, même si c'est de loin, même si c'est trop tard. Camille n'a plus revu Théo depuis la fête de l'école. Les jours sont passés sans qu'elle ne cherche à savoir où il était, ni ce qu'il faisait. Elle s'est recentrée sur Hugo, sur son quotidien, sur son travail. L'école, les rendez-vous sociaux, les courses, les lessives, les devoirs du soir. Une routine presque apaisante. Elle pensait avoir tourné la page, ou du moins être en train de le faire. Il y avait en elle une fatigue nouvelle, mais aussi une étrange forme de clarté. Elle ne voulait plus de jeu, plus de masque, plus de demi-vérité. Théo avait laissé un vide, oui, mais aussi une forme de soulagement. Elle n'aurait plus à douter. Puis une lettre est arrivée. Une enveloppe beige, sans timbre, glissée dans la boîte aux lettres de son immeuble, sans indication d'expéditeur. Elle l'a d'abord posée sur la table de la cuisine sans y prêter attention, trop pressée de préparer le dîner. Ce n'est qu'une heure plus tard, pendant que Hugo dessinait dans le salon, qu'elle a déchiré l'ouverture avec nonchalance. Ce qu'elle a découvert l'a fait s'asseoir immédiatement. À l'intérieur, une lettre de l'avocat qui l'avait représenté durant la procédure de tutelle. Il y annonçait que la décision de garde provisoire venait d'être convertie en tutelle permanente, et ce, grâce à une disposition supplémentaire signée par un garant externe, un soutien dont l'identité avait été volontairement tenue confidentielle auprès du tribunal. Le document précisait que ce garant avait présenté une série d'engagements financiers et logistiques pour assurer la sécurité de l'enfant, sans jamais chercher à être cité publiquement. Aucune trace d'un nom, aucune note personnelle, juste un fait. La stabilité de Hugo était désormais assurée de manière définitive. Camille a relu la lettre 2 fois, 3 fois. Elle a compris. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait avoir orchestré cela. Pas pour se racheter, pas pour se montrer, mais parce que c'était la seule chose juste à faire. Elle s'est levée à regarder par la fenêtre sans rien voir de particulier. Elle n'a pas pleuré. Ce n'était pas un moment pour les larmes. Ce n'était pas non plus un geste d'amour flamboyant. C'était un geste silencieux, ancré dans le réel, pensé avec soin, sans attente de retour. Et c'est précisément cela qui l'a bouleversée. Durant les jours qui ont suivi, Camille a repensé à chaque détail, à la manière dont Théo l'avait toujours écouté sans l'interrompre, à sa façon de ne jamais poser de questions trop personnelles, comme s'il attendait qu'elle lui donne la permission d'entrer dans son intimité, à ce fauteuil qu'il utilisait comme une barrière et qu'il avait fini par abandonner pour se montrer tel qu'il était, à ses silences, parfois maladroits, parfois coupables, et surtout à cette dernière conversation dans la rue où il lui avait dit sans détour qu'il l'aimait. Maladroitement, tardivement, mais sincèrement. Elle se souvint alors de ses propres paroles, de ce qu'elle avait dit sur le fait de ne plus vouloir être déçue, de ne plus vouloir être regardée comme une expérience. Mais là, dans cette lettre d'avocat, dans cette action sans nom ni reconnaissance, elle n'avait pas vu un homme qui cherchait à prouver quoi que ce soit. Elle avait vu quelqu'un qui agissait, sans grand discours, sans besoin d'être applaudi. Elle avait vu enfin Théo tel qu'il aurait toujours dû être. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a laissé passer les jours, par prudence, par fierté peut-être. Elle a continué ses activités, elle a accompagné Hugo à l'école, elle a corrigé ses copies. Mais quelque chose avait changé. Un espace intérieur, un lieu en elle qui s'était fermé, s'était rouvert doucement. Pas par naïveté, pas par faiblesse. Mais parce que ce geste-là, silencieux, concret, désintéressé, avait plus de poids que toutes les paroles du monde. Un soir, après avoir couché Hugo, elle s'est assise à son bureau. Elle a sorti une feuille vierge et a commencé à écrire. Ce n'était pas une lettre d'amour, ce n'était pas une demande, juste quelques lignes. Elle disait qu'elle avait compris, qu'elle avait reçu le message, même s'il n'y avait pas de mots, qu'elle avait vu l'intention derrière l'acte et qu'elle le remerciait. Non pas pour l'aide, mais pour avoir enfin agi sans masque, pour avoir su faire au bon moment ce qu'il fallait, sans rien attendre en retour. Elle n'a pas signé la lettre, elle ne l'a pas parfumée,
ni décorée. Elle l'a glissée dans une enveloppe, qu'elle a fermée sans hâte. Puis elle a cherché l'adresse. Elle n'était pas sûre de celle où il se trouvait, mais elle connaissait le nom de l'entreprise de transport qu'il avait mentionnée, celle par laquelle il avait fait transférer ses affaires à Marseille. Elle a envoyé la lettre là-bas, en demandant qu'on la fasse suivre. Elle ne savait pas s'il la lirait. Elle ne savait pas ce qu'il ressentait, ni où il en était. Mais elle savait qu'elle avait besoin de poser ce geste. Elle n'attendait pas de réponse, pas de retour. Seulement que ces mots lui parviennent. Parce qu'au fond, même si elle n'était pas encore prête à lui rouvrir la porte, elle ne voulait pas non plus la refermer complètement. Et parfois, une lettre suffit à tendre un fil, mince mais solide, entre deux solitudes qui n'ont pas encore trouvé comment se retrouver, mais qui n'ont pas non plus accepté de s'oublier. Les jours passent à Marseille, rythmés par la lumière salée du port, les bruits feutrés des cafés et le ressac constant des vagues contre les quais. Théo s'est fondu dans cette ville comme on se glisse dans un silence qu'on n'a pas choisi, mais qu'on finit par apprivoiser. Il a loué un petit appartement au 4e étage d'un immeuble modeste dans le quartier du Panier, avec vue partielle sur la mer. Il passe ses matinées à marcher sans but, ses après-midi à écrire dans un carnet qu'il garde toujours près de lui, et ses soirées à lire ou à cuisiner pour une table toujours dressée pour un seul. Il n'attend rien, il ne réclame rien, il vit. Jusqu'au jour où, en ouvrant sa boîte aux lettres, il trouve une enveloppe sans timbre, sans logo, juste son nom écrit à la main. L'écriture est simple, presque timide, mais immédiatement reconnaissable. Il l'ouvre sur le palier, le cœur battant, les doigts tremblants. À l'intérieur, quelques phrases seulement. Camille ne parle pas d'amour, ni de pardon. Elle ne raconte pas ses jours ni ses doutes. Elle écrit qu'elle a compris ce qu'il a voulu faire, qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle ressent, mais qu'elle ne veut pas que cette histoire reste en suspens. Elle conclut avec une indication précise. Un lieu, une date, une heure. Gare de Lyon, quai numéro 3, jeudi prochain, 17 h. Théo lit la lettre 10 fois. Il ne sourit pas, il ne pleure pas. Il reste assis un long moment sur les marches, la feuille posée sur ses genoux, incapable de bouger. Il sait que ce rendez-vous n'est pas une promesse. C'est une ouverture, peut-être la dernière. Il ne se permet pas d'espérer. Il prépare son sac sans empressement, comme quelqu'un qui part sans savoir s'il reviendra. Il prend un train de bonne heure le jour dit, traverse la moitié du pays dans un silence tendu, les yeux fixés sur le paysage qui défile à la vitesse de ses regrets. Lorsqu'il arrive à la gare de Lyon, Paris est noyé dans un gris d'hiver. Il avance jusqu'au quai indiqué, le cœur serré. Il est en avance, s'assoit sur un banc, regarde les voyageurs passer avec leurs valises, leurs regards pressés, leurs appels téléphoniques à la volée. Il essaie d'imaginer ce qu'elle lui dira. Il tente de prévoir les mots, les gestes, mais rien ne vient. Il sait que ce moment lui échappe déjà. Ce n'est plus lui qui contrôle quoi que ce soit. À 17 h précises, il la voit. Elle marche d'un pas décidé, un manteau sombre, les cheveux détachés, un sac en bandoulière. Elle le repère immédiatement mais ne ralentit pas. Lorsqu'elle arrive à sa hauteur, elle ne le salue pas tout de suite. Elle s'arrête, le regarde longuement. Il se lève, sans dire un mot. Il reste face à face, immobile au milieu du flot des passants. Camille finit par parler d'une voix claire mais sans agressivité. « Tu pars encore ?» Théo hoche la tête. « Genève. Quelques jours. » Elle demande. « Pour fuir encore ou pour réfléchir ?» Il répond sans détour. « Peut-être un peu des deux. » Ils restent en silence quelques secondes, puis elle s'assied sur le banc qu'il vient de quitter. Il la rejoint. Elle croise les jambes, pose son sac à ses pieds. Elle dit « Je ne t'ai pas écrit pour te faire revenir. » Il répond doucement « Je sais. » Elle ajoute « Et je ne t'ai pas pardonné. Pas vraiment. Je ne suis pas prête. » Théo l'écoute, sans chercher à se défendre. Elle poursuit « Mais je n'ai pas envie non plus que tout s'arrête sur un malentendu. Ce que tu as fait, je ne l'oublie pas. Mais je ne peux pas non plus faire comme si tu n'avais rien ressenti. Je l'ai vu, je l'ai senti. Et ce serait malhonnête de dire le contraire. » Il baisse les yeux. Lorsqu'il les relève, elle le fixe avec intensité. « Tu m'as blessé. Mais tu as aussi fait ce que personne n'a jamais fait. Tu m'as regardé, vraiment. Pas pour me sauver, pas pour me juger. Et au final, tu as agi sans chercher à me faire croire que tu étais un héros. » Elle s'interrompt, comme si elle cherchait ses mots. Puis elle dit « Mais je veux savoir, maintenant que tout est à nu, est-ce que tu serais capable de m'aimer sans me protéger ?»
Sans me tester, sans me surveiller, sans me fuir, juste m'aimer. Théo ferme les yeux une seconde. Il respire lentement, puis répond. Je ne peux pas te promettre ce que je ne sais pas encore faire, mais je peux te promettre d'essayer. Sans masque, sans jeu. Elle ne répond pas tout de suite. Elle observe les gens autour d'eux, la vie qui continue. Puis elle se tourne vers lui et dit « Alors peut-être qu'on peut recommencer. Pas où on s'est arrêté, mais à partir d'ici. » Le haut-parleur annonce l'arrivée du train pour Genève. Théo se lève, hésite. Elle reste assise, il demande « Tu veux que je parte ?» Elle répond simplement « Ce choix t'appartient, mais cette fois, tu ne le prends pas seul. » Il comprend. Il pose son sac à ses pieds, s'assoit de nouveau. Le train partira sans lui. Ce n'est pas une fuite de moins, c'est un pas vers quelque chose. Pas un grand amour cinématographique, pas un pardon instantané. Juste deux personnes qui acceptent de se retrouver là où elles auraient dû commencer depuis longtemps, dans la vérité. Sans promesse de lendemain, mais avec l'envie de construire un aujourd'hui. Quelques mois ont passé depuis les retrouvailles sur ce quai de gare parisien. La décision que Théo a prise ce jour-là, celle de ne pas monter dans ce train, n'a pas été dictée par un élan romantique irréfléchi, mais par une volonté consciente de rester là où les choses se construisent, dans le réel, dans le lent, dans le vrai. Il n'est pas retourné à son ancien appartement ni à son bureau de la rue Balzac. Il a loué un logement temporaire à Montreuil, non loin de l'école d'Hugo, à quelques rues de l'immeuble de Camille. Il n'a pas emménagé chez elle. Ce n'était ni le moment ni l'intention. Ce qu'il voulait, c'était réapprendre à être présent. Non pas imposer sa place, mais mériter de l'occuper. Camille a accepté cette présence avec prudence. Elle n'a pas ouvert les bras, mais elle n'a pas fermé la porte. Ils se sont revus d'abord dans des lieux neutres, un café en fin de journée, un parc les dimanches après-midi, un supermarché où ils faisaient semblant de ne pas savoir ce qu'ils allaient cuisiner ensuite. Aucun d'eux ne parlait d'avenir. Aucun d'eux ne prononçait les mots qu'on attend dans les récits classiques. Il n'y avait pas de déclaration, juste des gestes. Théo réparait une lampe défectueuse dans la cuisine. Camille lui apportait un livre dont elle pensait qu'il pourrait l'intéresser. Ils construisaient une complicité qui ne ressemblait plus à un jeu de rôle, mais à une lente reconnaissance. Ce n'est qu'après plusieurs semaines qu'ils ont évoqué l'idée d'un projet commun. Camille parlait souvent de ses élèves, de ceux qui abandonnèrent les études faute d'avoir cru en eux. Théo, de son côté, avait encore des moyens, mais ne voulait plus les consacrer à la croissance sans fin de chaînes hôtelières impersonnelles. L'idée est venue d'elle un soir d'hiver, et si on créait une école, pas une grande, juste un lieu où on apprend autrement. Il a accepté sans discuter. Ce n'était pas une manière de la séduire, c'était une manière de la suivre. Ils ont cherché un local à Marseille, pas dans les quartiers huppés, mais dans une zone où les écoles ferment, où les structures associatives manquent. Ils ont trouvé une ancienne maison abandonnée, aux volets arrachés, aux murs fissurés. Ils l'ont achetée, ensemble. Théo a investi sans poser de conditions. Camille a géré le projet pédagogique. Le chantier a pris des mois. Ils y allaient souvent le week-end avec Hugo. Ils peignaient les murs, maladroitement. Ils riaient, ils se disputaient. Ils recommençaient. Il n'y avait plus de fauteuil. Il n'y avait plus de costume. Il n'y avait que deux adultes et un enfant qui apprenaient, chacun à leur rythme, à ne plus porter de masque. La presse a découvert l'initiative. Un jour, presque par hasard, une journaliste locale a voulu écrire un article. Théo a refusé d'apparaître. Camille aussi. Le projet n'était pas une stratégie de communication. C'était une conséquence directe de ce qu'ils avaient vécu. Ce centre, baptisé simplement l'Élan, a ouvert ses portes au printemps. Il accueille une vingtaine d'adolescents, certains en échec scolaire, d'autres en reconversion. Aucun n'est là par obligation. Théo y donne des cours de gestion et de prise de parole. Camille enseigne la littérature et la confiance en soi. Ils n'en attendent pas de reconnaissance. Ils ne cherchent pas à inspirer. Ils veulent juste être utiles. Ils n'habitent pas ensemble. Pas encore. Théo vit toujours dans un petit appartement proche du centre. Camille a gardé le sien à Montreuil pour l'instant, bien qu'elle passe la moitié du mois à Marseille. Ils ne se voient pas tous les jours. Ils ne s'envoient pas de messages constants. Ils vivent, chacun avec ses espaces, mais ils se retrouvent régulièrement, pour un dîner, une promenade, une réunion de travail, et parfois, sans se le dire, pour le simple plaisir d'être à deux. Il n'y a plus de question de pardon. Il n'y a plus de dette à effacer. Camille n'a jamais prononcé les mots « je te pardonne ».
Elle a simplement recommencé à le regarder comme un homme parmi les autres, avec ses erreurs, ses maladresses, mais aussi avec ses engagements. Théo, de son côté, ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Il a renoncé à vouloir contrôler ce qui doit être spontané. Il sait que ce qu'il partage maintenant est fragile, mais qu'il tient debout parce qu'il ne s'appuie plus sur des illusions. Hugo l'appelle parfois par son prénom, parfois il l'appelle Théo, et parfois, sans le savoir, il dit « papa » par erreur. Théo ne corrige pas, Camille non plus. Ils laissent passer. Ils savent que les mots, parfois, vont plus vite que les décisions. Ce n'est pas une fin heureuse au sens traditionnel. Il n'y a pas de mariage en vue, pas de maison à 2 étages avec jardin. Il n'y a pas de promesse de toujours. Il y a une promesse d'aujourd'hui, une vie construite sans faux semblants. Une relation où chacun a appris à être nu, non pas physiquement mais émotionnellement. Et dans ce dénuement, ils ont trouvé une forme de paix. Peut-être pas l'amour parfait qu'on lit dans les romans, mais un amour juste, celui qu'on n'attendait plus, celui qu'on bâtit chaque jour sans bruit.